Suivez votre émission Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique. Bienvenue à vous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission Diaspora Africa, cette émission qui met en avant ces hommes, ces femmes, ces initiatives qui font bouger l'Afrique et le reste du monde. Alors, vous le savez, cette émission, il y a un programme toujours très intéressant, toujours très dense, avec des invités exceptionnels, comme d'habitude. Alors, je vais vous les présenter dans un instant. On va parler de plein de choses aujourd'hui. On va parler de sport, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler d'agriculture, on va parler d'immobilier, on va parler de tout ce qui intéresse l'Afrique et les Africains, ainsi que sa diaspora. Alors, mesdames et messieurs, 3, 2, 1, on commence dès maintenant avec nos invités à ma droite, deux femmes, deux grandes dames. Nous avons d'un côté Maureen Rosita Ojongue-Bob. Bienvenue à vous, c'est un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup, Aïssa. Merci, Diaspora Afrique, pour l'accueil. Ah, donc, l'expert niveau sport, eh bien, c'est bien elle. C'est un plaisir, c'est une femme, et j'insiste dessus, c'est une femme. Elle est experte en sport développement, spécialisée dans la diplomatie sportive. On va en parler dans un instant. Elle a un CV long comme ça. Mais on va faire au plus court. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir encore une fois sur le plateau de Diaspora Africa. On continue avec une autre grande dame. Et c'est oui, si vous souhaitez acquérir un bien au Sénégal, si vous souhaitez investir au Sénégal, eh bien, c'est elle. C'est elle, elle s'appelle Oumou Sall. Bienvenue à vous, c'est un plaisir encore une fois. Merci Aïssatou, merci Diaspora Africa pour l'invitation et l'opportunité. Et je dis bonjour aussi à tous mes collègues qui sont sur le plateau. Avec grand plaisir. On continue avec notre troisième invité. Qui s'appelle, bien sûr, bienvenue à vous. Alors Cyril, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Donc vous êtes Cyril Calvin Bondoukou-Lata. Vous êtes diplômé d'un master, etc., etc. Plein de choses. Vous avez une plateforme. Et oui, mesdames et messieurs, je tease un petit peu. Vous souhaitez avoir plus d'informations? Restez, restez, restez. Alors Cyril Calvin, bienvenue encore une fois. Et on va parler notamment du narratif africain. Il est important d'utiliser les beaux mots quand on parle du continent africain. Et on en parle dans un instant. Babadem, bienvenue à toi, chroniqueur de cette émission. Alors toi, tu vas nous parler de ces hommes, ces femmes qui font briller l'Afrique à travers leurs innovations, c'est bien ça? Et cette fois-ci, c'est une femme de Guinée et elle aura l'audace de créer le premier smartphone 100% africain. À retenir. À retenir, exactement, et surtout à en discuter, à en parler ici sur Diaspora Africa. Voilà, le programme vous plaît, mesdames? Oui, parfait. Messieurs? Rien à redire. Donc vous pouvez constater qu'il y a des buzzers. Vas-y. Vous pouvez essayer de voir si ça fonctionne. Mesdames, je vous conseille de regarder. Parce qu'ici, il y a Baba. Hein. Il aime enlever les pieds. Ah, attention, parce qu'il y a toujours un cadeau à la fin. OK. Il y a un cadeau. Vous avez tous vos passeports? Oui. Oui. Vous n'avez pas de rendez-vous après? Ça dépend. Ah, mesdames et messieurs, quand on vient sur Diaspora Africa, on voyage et on va voyager dès à présent, mesdames et messieurs. Et oui, vous le savez, cette émission a pour objectif de mettre en exergue les beautés, la beauté africaine, les beaux pays du continent africain. Le monde est beau, le monde est vaste, mais l'Afrique aussi est très très belle et nous, on vous invite à y voyager. Allez, c'est parti, destination le Sénégal.
Voilà, la Teranga, le Sénégal nous appelle. J'espère que vous appréciez. N'hésitez pas à vous y rendre. Apparemment, c'est la terre d'hospitalité. Bon, je dis apparemment, je connais très bien. C'est la terre d'hospitalité. Je confirme. Oui, les Sénégalais, ne vous fâchez pas. On confirme. La terre d'hospitalité, le Sénégal, un beau pays à découvrir. Et on remercie l'Office du tourisme du Sénégal pour ces magnifiques images. Vous confirmez le Sénégal, terre d'hospitalité? Oui. J'ai vécu au Sénégal pendant 6 ans, ou je vis toujours même d'ailleurs au Sénégal, c'est un très beau pays. La Teranga, c'est l'Afrique en miniature en quelque sorte. D'accord, et pour le coup ça tombe bien, vous avez vu, on a bien fait les choses. Hein. Là on a donné envie aux téléspectateurs d'acheter un bien même au Sénégal. Et donc s'ils veulent acheter un bien, ils savent qu'il y a Oumou Sall qui va pouvoir les accompagner. Un très beau pays, le Sénégal, économiquement, politiquement, socialement, c'est un pays stable également. Et c'est un pays qui regorge pas mal d'opportunités, que ce soit sur le plan économique, sur le plan touristique, comme on vient de le voir, avec de très belles villes. Bien sûr. Dakar. Il n'y a pas que Dakar. La périphérie également. Exactement. Là, on vient de voir, par exemple, les îles du Saloum, avec les mangroves, avec Toubacouta, où on trouve les lions. Et c'est des zones à découvrir, où il y a des opportunités infinies d'investissement. Exactement, c'est important. C'est vrai que quand on parle du continent africain, on pense tout de suite aux capitales, mais il n'y a pas que les capitales, il y a la périphérie et il y a encore les provinces, les villes un peu plus lointaines et voilà, un pays à découvrir. Oui, je sens que je sens que le Gabon veut parler. Non, je suis toujours bluffé par les images qu'on vient de voir. Donc de prime abord, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, ou du moins qu'un a priori négatif, pourrait même douter au final que c'est même en Afrique. Donc ça donne vraiment envie. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, mais c'est sur ma bucket list. D'accord, ben, tant mieux. En tout cas, on vous y invite. Alors, on poursuit cette émission avec notre première invitée. Donc, le sport est à l'honneur. Et quand on parle de sport, forcément, on pense à Maureen Rosita Ojong-Ebong Besson. Alors, vous êtes experte en sport, aussi dans le développement du sport, dans le développement de l'Afrique à travers le sport. Maureen, je vous donne la parole. On a envie de vous entendre. Je suis vraiment un peu même timide, je dirais, mais merci pour la présentation. En effet, le sport est un vecteur de développement, pas seulement pour l'Afrique, mais pour le monde entier. On a vu très récemment dans différents pays du monde comment les grands événements sportifs ont joué un rôle critique dans l'unité nationale, comment on a utilisé ces événements pour promouvoir l'image du pays. Par exemple, quand on parle aujourd'hui de la question de la diplomatie sportive, c'est aussi comment les pays arrivent à promouvoir leur marque face au monde, comment ils arrivent à promouvoir leurs intérêts. On parle aujourd'hui de différents pays du Golfe, que ce soit le Qatar, même en Afrique, le Rwanda qui aujourd'hui de plus en plus est en train de démontrer, je dirais presque sa maîtrise du soft power du sport, comment ce pays utilise le sport pour promouvoir l'image du pays, d'un pays qui a traversé quand même des périodes de crise assez sérieuses, qui a été comment dire, victime de certains stéréotypes à cause de ces crises aujourd'hui, arrive à rayonner sur le plan international en utilisant le sport comme un vecteur, un outil pour attirer des investisseurs, pour aussi promouvoir la culture, le tourisme. On a parlé de tourisme tout à l'heure. On sait aujourd'hui que les grands événements sportifs sont une opportunité pour vraiment mettre la lumière sur différents pays, justement dans ce chapitre que j'écris, qui est vraiment focalisé sur les grands événements sportifs en Afrique et l'opportunité pour le développement à travers le sport. Donc, comment aujourd'hui ces événements peuvent se servir de tremplin pour projeter des actions de développement durable dans le pays. Par exemple, s'il y a des associations ou des actions qui sont menées, comment ils peuvent s'associer à ces événements pour amplifier en fait leur impact. Tout ça s'anticipe, tout ça on se prépare. Effectivement. Par exemple, encore qu'on parle des grandes manifestations, les Coupes du Monde, etc., ça se prépare longtemps à l'avance. On sait à peu près les retombées économiques, on planifie les retombées économiques. Donc il y a un travail, un pré-travail avec des professionnels du sport, avec des professionnels de la diplomatie sportive, avec des professionnels donc, du business sportif. Oui. Et ça, peut-être, est-ce que ce n'est pas ça qui manque, cette anticipation ? Je pense que c'est même
au-delà des acteurs du secteur. Il faut inclure, effectivement, il faut inclure tout le monde. Quand on organise un événement dans un pays, il faut savoir qu'il y a différents acteurs qui interviennent. Bien sûr, l'État, les organisations sportives qui portent ou qui gouvernent le secteur localement au niveau international. Il y a le secteur privé aujourd'hui qui injecte de l'argent dans ces événements. Et donc, c'est tout un ensemble d'échanges, de discussions pour trouver le modèle approprié pour le pays. Parce qu'effectivement, le modèle qui marche pour le Maroc, surtout pour un continent comme le continent africain, il faut des modèles qui sont adaptés aux contextes locaux. On ne peut pas tout transposer. On ne peut pas tout transposer. Exactement. Pour le coup, la CAN, la Côte d'Ivoire avec sa dernière CAN est un bel exemple. Absolument. Absolument. Je pense que pour ceux qui étaient en Côte d'Ivoire, c'était juste magnifique. Il y avait le football, il y avait la culture, il y avait les couleurs de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il faut qu'on arrive à dire félicitations à nos frères de la Côte d'Ivoire. Je sais qu'en tant que Camerounaise, il y a cette petite guerre entre nos deux pays, mais vraiment respect. Je pense que déjà pendant la CAN au Cameroun, il y a une délégation de la COCAN de la Côte d'Ivoire qui a fait le voyage pour le Cameroun pour vraiment observer, pour apprendre. Et je pense qu'ils ont fait un bon travail, en collaborant bien sûr avec les instances de gouvernance, que ce soit la CAF, que ce soit les sponsors au niveau local et international, et même la société civile pour livrer un événement qui pour nous a été une fierté totale pour l'Afrique. Exactement, oui. On peut le dire ici sur le plateau de Diaspora Africa. Alors, on va parler peut-être d'un projet que vous avez mené à bras-le-corps, à savoir le Seed Project, qui est un projet que vous avez bien tenu à cœur. Donc, en fait, la Seed Project, j'ai eu l'opportunité, justement, j'ai vécu 13 ans au Gabon, et après mes 13 ans au Gabon, j'ai eu l'opportunité, vraiment l'opportunité qui a transformé ma vie, je dirais presque, de travailler, de rejoindre l'organisation qui s'appelle la Seed Project, qui veut dire en anglais Sports for Education and Economic Development, en français le sport pour l'éducation et le développement économique, qui est une ONG qui avait été fondée en 1998 par un monsieur que j'admire tellement, monsieur Amadou Gallo Fall, qui est aussi le président de la nouvelle ligue de basket de la NBA et la FIBA sur le continent africain. Donc, SID a pour vocation d'accompagner la jeunesse africaine et d'utiliser le basketball comme un tremplin pour éduquer cette jeunesse, les inspirer, les connecter aux opportunités. Et l'ONG a été inspirée de l'histoire du fondateur Amadou, qui a quelques années en arrière a eu l'opportunité à travers le basketball d'aller étudier aux États-Unis. Et tout simplement, il a voulu étendre l'impact que le basket a eu sur sa vie et il a créé SID. Et à SID, justement, j'ai occupé le rôle de directrice des programmes. Mon rôle essentiellement était de travailler avec les collègues pour asseoir des programmes, que ce soit au niveau national, mais sur le continent, qui sont focalisés bien sûr sur le développement des talents, parce qu'effectivement, il y a le continent est riche et plein de jeunes talentueux qui aujourd'hui sont exportés et vont aux États-Unis, qui arrivent à sécuriser les bourses d'études à travers le basket. Il y a aussi un programme qui est grassroots, on va dire, qui est plus focalisé sur le développement des différents comportements et compétences humaines qui sont aujourd'hui valables aussi sur le marché du travail. Donc, on apprend aux jeunes comment booster leur estime de soi, la communication, le travail en équipe. Et ensuite, un programme qui vise à accompagner les jeunes qui quittent de l'académie, qui vont à l'université pour les intégrer dans le marché du travail. D'accord, donc c'est très intéressant. Petite question, vous avez été sportive, vous? J'ai joué au basket au niveau national, universitaire, mais bon, après... Vous êtes quand même une grande sportive. Et on n'oublie pas les femmes. Parce qu'encore une fois, quand on parle de sport, et notamment même que ce soit en Europe, que ce soit sur le continent africain, les femmes, la part des femmes est assez faible. Et vous avez quand même des rôles qui sont hyper importants, hyper imposants. En tant que femme, je pense que vous ne devez pas en voir beaucoup autour de vous. Peut-être de plus en plus. Oui, certes. Ça commence à changer. Exactement. Ça commence à changer, effectivement. Il y a de cela 10 ans, ce n'était pas du tout le cas aujourd'hui. Il faut dire que ce n'est pas seulement le cas du continent africain, même à l'international, c'est un secteur qui est dominé par les hommes parce que bon, c'est aussi lié à comment la société et le monde a évolué avec le temps. Il y a beaucoup de métiers où il y a 20 ans, les femmes ne s'aventuraient même pas. Mais aujourd'hui, il faut dire que dans la partie vraiment élite du sport, effectivement, on arrive à voir
plus de femmes qui sont dans les instances dirigeantes. D'ailleurs, j'ai une collègue qui travaille aujourd'hui à la chaîne olympique à Madrid, une femme très inspirante. J'aimerais faire un shout-out, Benny Bonsou, qui a un modèle des femmes qui arrivent à vraiment s'accomplir dans le secteur. Donc aujourd'hui, je pense qu'au-delà même de l'aspect carrière, le sport peut servir d'opportunité pour engager les jeunes femmes, leur donner l'opportunité de s'affirmer, pas dans le mauvais sens, bien sûr en respectant notre culture en tant qu'Africains, parce qu'en fin de compte, on reste Africain, la globalisation c'est bien, mais il ne faut pas oublier nos valeurs. Mais il y a cette opportunité aujourd'hui pour la jeune fille de se saisir du sport comme un outil pour sa transformation personnelle vers les opportunités éducationnelles, vers les opportunités professionnelles et pour le mentorat tout simplement. C'est très important, en tout cas vous êtes très inspirante. J'espère que beaucoup de personnes vont prendre exemple sur vous, notamment la jeune génération qui parfois se cherchent avant de trouver leur voie, et peut-être que vous avez insufflé, incité, influencé de nombreuses personnes, aussi bien des filles que des garçons. On peut vous applaudir ici sur le plateau de Diaspora Africa. On aura d'autres questions à vous poser dans un instant, mais pour le coup, on va continuer l'émission. On vous l'a dit, cette émission sera inspirante. Cette émission réunit des profils très importants, des profils qui font briller l'Afrique et le reste du monde. Allez, mesdames et messieurs, est-ce que les buzzers fonctionnent? On va réveiller tout le monde là. Ouais. Allez, petite question, petit quiz, petite question de culture générale. Mesdames et messieurs, vous jouez, vous aussi qui êtes à la maison. Alors, dites-moi, quel est le plus petit pays d'Afrique continentale? Seychelles. D'Afrique continentale. Non, l'Afrique... Seychelles. Non. Swaziland. Non. Rwanda. Non. Burkina. Alors qu'il y avait un billet d'avion, mesdames, à gagner. Attendez, non. Et là, le billet, il est là. Non, attendez. Là, le billet, il est là. Cap-Vert. Non, le billet, il est là. L'Afrique où? Togo. On arrête là. Non. Allez, dernière possibilité. Attendez, les gars. Non, mesdames et messieurs. L'Afrique où? L'Afrique continentale. Continentale. Non. Non, attendez. Un vrai pays. Un petit pays. La Gambie. La Gambie. La Gambie. C'est chez nous, c'est dans le Sénégal. J'ai l'oreillette là, ils me disent que le temps imparti a été dépassé. Malheureusement. Non, mais c'est de la Gambie quand même. Oui, c'est la Gambie quand même. Mais bon, c'est juste l'autre consolation. Vous avez la bonne réponse, on peut vous applaudir. Les applaudissements seront votre cadeau. Voilà, mesdames et messieurs, on apprend sur le plateau de Diaspora Africa. Je ne le savais pas non plus, c'est la Gambie, le plus petit pays d'Afrique continentale. Allez, on poursuit cette émission dans la joie et dans la bonne humeur. Dans un instant, on aura le plaisir d'avoir Gaoussou qui va venir ici sur le plateau de Diaspora Africa nous parler de son projet. Il va nous pitcher son projet. Va-t-il nous convaincre? Eh bien, bonne question. Babadem, on va continuer avec vous, si ça ne vous dérange pas? Non, pas du tout. Et oui, dans cette émission, on essaie de trouver des pépites, des gens qui font briller le continent africain à travers leurs actions, leurs innovations, leurs motivations. Et là, destination. La Guinée. La Guinée. Allez, c'est parti. Ils font l'Afrique. Alors aujourd'hui dans Ils font l'Afrique ou Elles font l'Afrique, je vais mettre en l'honneur Fadima Diawara. Pourquoi? C'est surtout sa mentalité. Donc elle avait un projet audacieux, c'est de créer le premier smartphone conçu 100% africain. Mais où est-ce qu'elle est partie chercher cette idée? Elle travaillait en Espagne, dans une espèce d'industrie qui faisait le montage des téléphones portables. Et elle s'est dit une chose, pourquoi pas chez nous? Au lieu d'exporter toujours les téléphones, pourquoi pas chez nous? Elle est partie ensuite en Chine pour apprendre, savoir comment on va avec les composantes, comment créer les téléphones. Et de 2017 à 2020, elle a appris. 2020, elle lance son premier produit qui s'appelle Kunfabo. En malinké, ça veut dire être en contact. Mais ce qui est intéressant avec elle, c'est tout l'écosystème qu'elle va mettre autour de son téléphone portable. Déjà, elle a conçu ce téléphone portable pour les besoins spécifiques aux Africains. Donc, vous allumez le téléphone portable, c'est aux couleurs africaines. Mais non seulement vous allez trouver des applications africaines. On a par exemple Find Me, une espèce de map
qui va géolocaliser les centres de santé et pharmacie à travers le continent. Elle va prendre aussi les applications AfroCook pour les amateurs de cuisine africaine. Bien sûr, il y aura aussi pour les transferts de monnaie. Et ce qui est surtout intéressant avec elle, c'est que non seulement c'est fabriqué maintenant en Guinée, et au-delà de ça, même la réparation se fait en Guinée. Et au plus de ça, elle incite les développeurs à créer des applications africaines qu'elle met dans son téléphone portable. Et cette audace fait qu'aujourd'hui, elle a quand même vendu plus de 60 000 portables en Guinée. L'essentiel, c'est qu'elle a envie de dépasser les frontières de la Guinée et de l'aider à faire de Kunfabo le premier portable africain consommé par les Africains et qui va peut-être concurrencer les Samsung, les Huawei. Pourquoi tu regardes mon téléphone? C'était pour l'inspiration, je cherchais la marque. C'est un téléphone africain. Donc, et puis c'est une femme, c'est une mère de famille, elle est entrepreneur, elle étudie jusqu'à présent et je voulais vraiment la mettre à l'honneur par cet état d'esprit et l'écosystème qu'elle met en place pour son téléphone portable. C'est très intéressant. Qui connaissait? Non, découverte encore une fois sur le plateau de Diasp Africa. Moi, je pense qu'on peut s'applaudir, non? Absolument. Voilà. On essaye vraiment de mettre en avant ces gens qui font des choses. Je t'en prie. Non, je disais à vulgariser. À vulgariser, à démocratiser, oui, l'information, tout à fait. C'est important de montrer, ne serait-ce qu'à la jeunesse, que oui, on fait de grandes choses, de belles choses et très bien, on participe à tout. Et si je peux même ajouter, ça va au-delà de juste montrer à la jeunesse, c'est qu'aujourd'hui, on parlait de soft power. Les autres pays, quand on parle du rêve américain, c'est tous ceux qui font des choses pour redorer ce rêve américain. Donc aujourd'hui, en tant qu'Africain, c'est important de soutenir le Made in Africa, de s'habiller, de même manger et de penser Made in Africa. Ça va jouer un rôle important dans la promotion de notre continent, tout simplement. Exactement, vous avez résumé tout ce que je souhaitais dire. On passe. Cyril, peut-être et ça me permet de faire une transition sur comment on va venir. En fait, c'est tous ces micro-actions, chacun à son niveau, qui sont actuellement mises en place, qui participent à la redéfinition de la narrative. Et on voit le changement, c'est ça qui est intéressant. Et c'est perceptible et c'est palpable. Donc voilà, on est passé du conceptuel à quelque chose qui devient de plus en plus pragmatique et c'est ce qui donne confiance. Et on participe tous ici présents à notre niveau à faire en sorte que l'Afrique rayonne. Allez, mesdames et messieurs, on poursuit cette émission. Encore une fois, merci à Babadem. Allez, on va encore voyager. Voilà. À défaut d'avoir un vrai billet d'avion pour aller en Gambie, madame, et oui, le temps a été dépassé, on a un chrono. Eh bien, moi, je vous emmène au Congo, mesdames et messieurs, avec la chronique Tour d'Afrique. Oui, chez vous. Non, c'est à côté. Nous sommes les Bantous. Oui, voilà, exactement. Pardon, le Cameroun, le Congo, le Gabon, on est dans le coin, quoi. Alors, destination le Congo, où la culture du café permet l'autonomisation des femmes. Allez, on regarde. Tout commence par la cueillette des cerises du caféier, ces fruits dont chaque noyau contient 2 grains. Des milliers de femmes travaillent dans cette plantation du Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Et ce n'est pas un hasard si les hommes, eux, sont si peu nombreux. Derrière le café produit ici se cache en effet une ONG qui se bat pour l'autonomisation des femmes par le travail. Ça fait 9 ans que nous sommes en train de travailler et je ressens vraiment que nos objectifs sont en train d'être atteints. Parce que maintenant, là, les femmes peuvent sourire, les femmes peuvent être autonomes financièrement, elles créent de l'argent. Ce qui a motivé Marceline Boudza à fonder cette ONG, c'est le sentiment d'injustice face à la situation des femmes trop souvent cantonnées au travail de la terre. Pourquoi la récolte et la commercialisation seraient-elles réservées aux hommes ? Ici, les femmes s'occupent aussi du triage et du séchage du café. Ça fait 6 ans que je travaille dans le domaine du café. Ce travail m'a permis de mettre mes enfants à l'école et de les nourrir. Des milliers d'autres femmes pourraient rejoindre cette plantation qui compte en effet encore grandir au point de doubler sa production. Nos cafés sont vraiment consommés aux États-Unis, en Europe
et en Asie. Nous produisons un café de spécialité qui est beaucoup plus apprécié sur la scène internationale. Et donc, la demande est là. Ce café est en effet cultivé dans un endroit bien particulier, sur une île, l'île d'Idjui, près de 300 km² de terre montagneuse au milieu du lac Kivu. Une provenance qui explique la qualité de cet arabica, reconnu dans le monde entier. C'est un café de haute altitude. C'est un café qui a la saveur exceptionnelle. C'est avec l'arôme exceptionnel aussi. Et avec son sol, le sol est volcanique. Voilà, tous ces éléments-là font le café congolais de spécial. Une fois séchés, les grains de café sont envoyés dans cette coopérative agricole de Goma pour l'ultime étape de production, le déparchage, qui consiste à retirer la dernière enveloppe entourant les grains. Et ici aussi, de nombreuses femmes travaillent. À chaque récolte, elles sont 600 à gagner leur vie grâce au café du Kivu. Merci beaucoup à Upendo, partenaire de cette émission, pour ces images, effectivement, de l'autonomisation des femmes africaines, et notamment des femmes congolaises, à travers la culture du café. C'est vrai que je pense qu'on est beaucoup à ne pas savoir qu'il y a du café congolais. En tout cas, moi, je ne le savais pas tant que ça. Tu le savais, comme la Gambie, plus ou moins? Non, parce qu'effectivement, le Rwanda et le Congo RDC partagent les frontières. Le Rwanda est aussi producteur du café, d'ailleurs, qui est délicieux. Donc, c'est tout à fait, je pense que c'était un peu logique. Et avez-vous déjà goûté au café congolais? Non, non plus. Peut-être non plus. Pas encore. Mais le chocolat, si. Le chocolat congolais? Oui. Ok, super. Après, je suis allée à Kikwit et j'ai goûté. Ah. Et vous avez apprécié, eh bien tant mieux en tout cas. Bravo à cette belle initiative, encore une fois, donc cette association congolaise, et notamment à Marceline Boudza, qu'on félicite et qu'on remercie ici sur le plateau de Diaspora Africa. Allez, on poursuit cette émission avec notre deuxième invité. Il est à côté, il est à ma gauche. Il s'appelle Cyril Calvin Bondukulata. Cyril, à votre tour. Alors, vous êtes diplômé d'un master de sciences en affaires internationales, mais également diplômé en droit et en sciences politiques. Vous avez beaucoup vécu à l'étranger, notamment aux États-Unis, l'Allemagne, le Gabon, la France, etc. Vous êtes fondateur de la plateforme Les Hyper Conscients. C'est une plateforme dédiée à la promotion des influenceurs façonnant l'avenir de l'Afrique. Et ça, c'est très important pour nous et c'est la raison pour laquelle vous êtes ici et vous allez forcément revenir parce qu'on a plein de sujets à traiter avec vous. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au narratif. Donc rapidement, peut-être dire quelques éléments de précision concernant votre profil et puis ensuite, notamment, pourquoi avoir décidé de créer les Hyperconscients? Qu'est-ce qui vous a ramené entre diplômé d'affaires, d'un master en sciences et jusqu'à les Hyperconscients? Effectivement. Donc déjà, merci pour l'invitation. Encore une fois, je suis ravi d'être entouré d'un panel d'experts très, très, très inspirants. Donc, un petit peu revenir très vite à moi, ce que j'ai été emmené à étudier, c'est droit, sciences politiques et puis en affaires internationales. Et puis je me suis très vite rendu compte, comme je l'ai dit, en off, que les personnes autour de moi, n'est-ce pas, sur les bancs de la fac, avaient vraiment une véritable méconnaissance de ce qui se passait sur le continent. De la part de Français de souche, voilà, ça peut plus ou moins se comprendre, mais j'étais un peu plus surpris que ça venait même parfois de certaines personnes issues de la diaspora ou bien même deuxième génération de Français, issus originellement de l'Afrique. Et puis, vu que j'ai plutôt cette nature plutôt entreprenante, je me suis associé avec pas mal de 3 contributeurs autour de moi. L'idée, c'était de vraiment essayer de voir ce qu'on pouvait faire, nous, à notre niveau. Donc, c'est comme ça que les Hyperconscients a vu le jour. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'est une plateforme / think tank où on va porter un certain nombre d'idées auprès d'un certain nombre d'acteurs, de parties prenantes, institutionnelles, etc., pour vulgariser un petit peu notre vision de l'Afrique, qui consiste non pas à être dans une forme d'optimisme naïf ou bien dans un pessimisme, mais d'être afro-réaliste. Et la réalité en Afrique, c'est qu'il y a des défis. On en est tous d'accord, mais il y a énormément de potentiel et c'est ce qu'on essaie de mettre en avant.
C'est très important. Pour le coup, je vais basculer rapidement vers Oumou. Oumou, vous le voyez, l'engouement pour le continent africain. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent s'installer sur le continent africain grâce à des gens comme vous, c'est-à-dire qui racontaient l'Afrique autrement, qui montraient l'Afrique autrement. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit, hein, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, même qui sont nés en France, qui ne connaissaient pas l'Afrique, qui ont vu, parce qu'il y a des gens qui sont partis en Afrique. On peut citer par exemple le cas de Tchonyan, qui était aux États-Unis, qui est parti au Sénégal, qui a créé des choses dans l'agriculture. Et il y a ces jeunes aussi qui sont nés en France, qui retournent, je prends le cas du Sénégal, il y a beaucoup d'expatriés aujourd'hui, des jeunes qui sont là, qui savent que les opportunités sont là. C'est vrai, comme il dit, il y a beaucoup de défis, mais moi je dirais que les opportunités sont beaucoup plus supérieures aux défis. Et ça c'est important de le notifier. Donc nous on va continuer avec vous, Cyril Calvin. Alors le narratif africain, donc sur votre plateforme, hein, c'est ce que vous essayez de promouvoir, à savoir utiliser le bon narratif et surtout le narratif africain. Le bon narratif africain doit commencer par qui? Est-ce qu'on peut imposer aux autres de parler de l'Afrique d'une manière qu'on souhaite, alors que si nous-mêmes, en tant qu'Africains, on n'utilise pas les bons mots, les bonnes images? C'est une très bonne question, c'est très pertinent. Faut peut-être revenir même à la genèse. J'aime souvent revenir à la genèse. Quand on parle de ce genre de thématiques, ça explique le présent et très souvent l'avenir aussi pour le coup. Faut aussi dire que si aujourd'hui on n'a pas nécessairement une narrative africaine positive ou une narrative africaine écrite par les Africains, c'est principalement dû, entre autres, au fait colonial. Hein. Donc, il faut aussi dire que pendant très longtemps, nos récits se comptaient davantage à l'oral. Au-delà de ça, quand on parle de narratif, je pense que la partie, donc, comme j'ai un peu dit en amont, relative à l'écriture est très importante. Et ça, c'est quelque chose que les pouvoirs, au sens large, ont compris depuis la nuit des temps. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, les Nicolas Sarkozy, les Obama cherchent tous à écrire un peu leur narratif. Donc, que ce soit d'un point de vue personnel ou bien même d'un point de vue collectif, c'est très important de définir des contours de ce qu'on veut véhiculer pour soi. Et de toute façon, on le dit, les paroles s'envolent, les écrits restent. Et en fait, ça répond exactement à ça. Et vu que nous, en tant qu'Africains, on n'avait pas nécessairement de paroles écrites, c'est pratiquement la raison pour laquelle on a subi une forme d'éducation qui ne mène pas nécessairement de nous, qui ne met pas nécessairement en avant la meilleure des manières. Je pense Achille Mbembe, qui est aussi économiste, parlait davantage il parle de nécropolitique. Quand comment dirais-je, les pouvoirs s'inscrivent donc au-delà du corps, s'inscrivent même dans la mémoire et dans l'héritage d'un peuple. Donc c'est quand même quelque chose d'assez vicieux. Et les premières tendances de changement, et peut-être je m'arrêterai là concernant la genèse, c'est depuis le XXe siècle, milieu du XXe siècle, la conférence de Bandung, ainsi de suite, le mouvement de décolonisation, qu'on arrive quand même à un petit changement d'un point de vue des actions qui sont entreprises. Donc il y a Chinua Achebe typiquement qui dans un de ses ouvrages de référence parle de comment dirais-je essaye plus ou moins d'instaurer un récit africain par les Africains. C'est vraiment une des principales pionnières, avec d'autres personnes qui étaient un peu plus radicales, qui estimaient même à l'époque qu'il fallait même se soustraire un petit peu de nos langues coloniales. Je n'irai pas jusque-là, mais c'est juste pour dire qu'à partir du XXe siècle, on commence à avoir ces débats, ces confrontations autour de comment les Africains peuvent commencer à prendre en main leur narratif. Donc, genèse qui m'emmène à la situation actuelle. Comme j'ai dit, moi je m'inscris davantage dans un courant afro-réaliste. On n'y est pas encore. Voilà, on est en train d'essayer de définir des contours d'un narratif. Vous confirmez quand il dit on n'y est pas encore? Vous êtes aussi réaliste ou pessimiste que... Je ne suis pas pessimiste, mais je pense qu'on est en chemin, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, vous validez. Et c'est exactement ce que j'allais dire. En soi, la part du narratif autour du continent est quand même largement encore diffusé par les médias internationaux, où on est quand même encore dépigmenté d'une manière plutôt négative. Donc nous, à côté de ça, et c'est principalement ce que la jeunesse fait, ce que la jeunesse a compris au final, c'est que soi-même prendre en main sa propre narrative et définir plus ou moins sa propre communication. Effectivement, on est dans l'ère de la communication, des communicants. Les années 80-90, c'était le monde des ingénieurs. 2000-2010, c'est davantage les gestionnaires. 2010-2020,
c'est le monde des communicants. Oui. Donc aujourd'hui, vaut mieux maîtriser soi-même son propre narratif d'un point de vue personnel plutôt que de subir ce que quelqu'un d'autre va définir sur lui-même. Donc voilà, la jeunesse, via les réseaux sociaux, via les plateformes juridiques, via la diaspora aussi, qui pendant longtemps fuyait quand même ses responsabilités. Donc il faut quand même aussi le dire, pendant très longtemps, les gens avaient même honte plus ou moins de revendiquer leurs origines, parler de « je suis français d'origine » ou bien « je suis d'origine tant ». C'est une forme de négation de ce qu'on est réellement. Mais on voit que ça change quand même. En tout cas, de plus en plus. Exactement, ça doucement, change. Ça commence à changer, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, effectivement, il y a encore du travail, mais on peut aussi souligner quand même les avancées. Et ça, c'est important de le dire, parce qu'on fait tous ici, assis autour de cette table, on travaille dans ce sens-là. Elle promeut donc le retour au pays avec l'achat de terrain, vous avec votre plateforme, madame avec la diplomatie sportive, avec le sport aussi africain qui est de plus en plus important et qui brille, etc., etc. Je suis vraiment d'accord avec lui parce que bon, je pense quelque part, tout à l'heure on a parlé de l'immigration irrégulière et fondamentalement l'une des causes c'est aussi qu'on n'arrive pas à vendre l'Afrique aux jeunes. Les jeunes ne rêvent pas l'Afrique. Et si on veut vraiment être honnête, je pense même quand on était tout petit, quand on nous préparait à l'école, c'était pour exporter nos talents. Moi, j'ai grandi en se disant que quand je finis mon bac, je dois exporter mon talent. Même la manière dont l'histoire est écrite et enseignée, l'Africain ou l'Afrique, notre histoire, presque commence pendant la colonisation. Rares sont ceux qui connaissent réellement l'histoire du continent. C'est vrai, on fait l'effort, mais c'est pas... Donc, quelque part, aujourd'hui, la communication, c'est pas seulement une nécessité, c'est un soft power. C'est l'un des piliers du soft power. Donc, celui qui maîtrise le narratif de ton histoire pourra impacter l'avenir de même comment ton peuple se regarde et comment elle répond aux challenges du monde. Très important ce que vous dites. Merci beaucoup. Quoi qu'il en soit, on va pouvoir revenir dans un instant vers vous si le temps nous le permet. En tout cas, c'est très, 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 très important ce que vous avez pu dire ici sur le plateau de Diaspora Africa. N'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux, à commenter, à dire ce que vous pensez, à dire comment vous contribuez à ce nouveau narratif africain. Allez, mesdames et messieurs, on poursuit cette émission avec notre agenda des diasporas offert par Orange Money Europe, sponsor officiel de cette émission. Alors, oui, vous ne savez pas quoi faire après le travail, après cette émission, qu'allons-nous faire? Eh bien, moi, j'ai des choses à vous proposer. Allez, c'est parti, on regarde l'agenda des diasporas. L'agenda des diasporas avec Orange Money Europe. L'agenda des diasporas avec Orange Money Europe. Voilà, de retour sur le plateau de Diaspora Africa. N'hésitez pas à nous envoyer vos flyers, vos événements, vos conférences, vos colloques, peu importe. Nous diffusons cette émission, c'est d'abord la vôtre, chers téléspectateurs. Allez, on va poursuivre cette émission avec une petite courte pause, le temps de débriefer, parce que moi, le narratif, l'agenda des diasporas, tout ça, on a plein de choses, le sportif et après le terrain éventuellement. Hein, si on a les sous dans la poche, on paye tout de suite notre terrain. On va en discuter dans un instant avec Oumou Sall et bien sûr Gaoussou qui va nous rejoindre aussi et qui va nous pitcher son projet. On a hâte, on a hâte. Allez, mesdames et messieurs, retour dans quelques petites minutes. Votre famille est en Afrique? Pour envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique, c'est immédiat. Et oui, en quelques secondes, c'est arrivé. Pour envoyer de l'argent, c'est simple. Une application mobile, 1000 boutiques en France, 500 000 boutiques en Afrique, sécurisé. L'argent est bel et bien sûr d'arriver. C'est ça, Orange Money Europe. De retour
sur le plateau de Diaspora Africa, mesdames et messieurs, vous êtes sur cette émission qui met en avant ces super profils. Et on a des super profils ici sur le plateau. Nous avons Maureen qu'on peut applaudir, Oumi, ainsi que Cyril Calvin et Babadem. Dans un instant, on va recevoir Gaoussou qui va venir pitcher son projet. Mais tout de suite, Oumi, voilà, on veut s'expatrier au Sénégal. On veut s'installer au Sénégal et tu vas nous expliquer tout ce qu'il faut faire. Alors, j'ai eu la chance de participer à de nombreux événements que tu as pu organiser. J'ai eu la chance de voir te voir remettre des titres de propriété. Et encore une fois, j'insiste dessus pour nous, les Africains, remettre un titre de propriété, c'est presque une réussite, c'est presque un rêve. Donc, elle le fait en direct parce qu'elle a compris que, effectivement, c'est parfois difficile d'avoir ce César-là, ce sésame. Alors, Oumi, bienvenue à vous. Alors, on vous écoute. Merci Aïssatou. Donc effectivement, j'ai créé cette agence qui s'appelle Diariem Invest à partir d'une histoire personnelle. D'une histoire personnelle, j'en ai fait vraiment un instrument pour la diaspora, aujourd'hui pour les accompagner. Pour trois choses. Pour d'abord régler ce problème parce que moi-même je voulais investir. Je suis restée très longtemps en Europe, en France, notamment où je suis venue après mes études supérieures. J'ai fait tout mon cursus professionnel en France. J'allais au Sénégal que pendant les vacances. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que je ne maîtrisais pas. Et donc, à un moment donné, j'ai voulu investir et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de difficultés, il y avait beaucoup d'incompréhension. J'ai frôlé l'arnaque. Et à partir de cette histoire, je me suis dit, plus jamais ça, je veux accompagner cette diaspora pour les conseiller, mais surtout pour sécuriser les investissements. Aujourd'hui, les personnes de la diaspora ont besoin de cet accompagnement. Et l'Afrique en a besoin également, parce que si on sécurise les investissements, on permet à l'Afrique ce développement, justement, qui doit passer par cette diaspora. Et c'est ça qui a motivé justement la création de cette agence implantée au Sénégal, Diariem Invest, qui s'active dans deux secteurs majeurs de l'Afrique, l'immobilier et l'agrobusiness. Alors moi j'insiste sur un point, c'est-à-dire que si vous êtes là, vous n'êtes pas là par hasard. C'est-à-dire que cette femme, c'est une femme qui est énormément publicitée. Vous le dites je le dis à votre place, hein, avec humilité bien sûr. Mais quand on parle d'immobilier, beaucoup de gens ont eu des histoires assez dramatiques lorsqu'ils ont voulu s'acheter un bien, lorsqu'ils ont voulu s'installer sur le continent africain. Et vous avez compris que non, à un moment, il faut arrêter, à un moment, il faut rebrander l'Afrique. Il faut montrer aux gens que c'est possible d'avoir un bien, même si on n'y vit pas. Parce que beaucoup avaient arrêté, se disant non, c'est bon, c'est terminé le pays. Et donc, vous avez changé la donne, et notamment pour le Sénégal, et beaucoup ont pris exemple sur vous. Donc vraiment, on a la chance de l'avoir sur le plateau de Diaspora Africa pour montrer que on peut être, peu importe du pays d'où on vient, parce que certes, vous accompagnez des Sénégalais, mais vous accompagnez aussi des Caucasiens, donc des Européens, des gens de différents pays d'Afrique, etc., à acheter un terrain, à investir au Sénégal. Donc vous êtes une ambassadrice du Sénégal, avec un grand A. Oui, tout à fait, parce que je dirais que le problème foncier, en fait, il n'est pas propre au Sénégal, il est propre à toute l'Afrique. Aujourd'hui, on a vu beaucoup de personnes qui ont acheté des terrains, ils ont acheté du vent. Parce qu'ils arrivent sur le continent, un terrain se dispute avec 4 personnes. Une personne qui achète un terrain, physiquement, vous avez le terrain sur le papier, on vous donne le papier. Vous arrivez sur place, pas de terre, pas de terrain. Ça, on l'a vu. Et d'autres personnes qui ont cru construire la maison de leurs rêves, ils ont acheté du vent. Donc, moi, ce que j'appelle à la diaspora, c'est à la vigilance. Parce que quand on veut investir à distance, il faut maîtriser certaines choses, il faut maîtriser des codes, il faut avoir affaire à des professionnels. C'est très important. Même si vous devez payer de l'argent pour vous faire conseiller, faites-le. En résumé, en gros, le plus important, c'est vraiment de se faire accompagner. C'est de se faire accompagner par un professionnel, pour vraiment maîtriser les coûts. Il y a aussi le mètre carré. Est-ce que vous connaissez le prix au mètre carré? Le terrain que vous voulez acheter, est-ce qu'il est dans une zone inondable? Tout ça, il faut le vérifier avec des géomètres, avec des géologues. Mais ça, on ne peut pas le savoir si on n'est pas bien accompagné. Donc, il faut
se faire accompagner par des professionnels. Donc c'est le plus important. Et voir la crédibilité des personnes qui vous vendent les terrains, des agences ou même des maisons, des constructeurs. C'est très, très important. D'accord. Diar Yemou Invest est avec nous. Donc vous avez pu constater en quelques minutes, elle vous a donné voilà, les tips pour éviter de vous faire arnaquer, en tout cas pour investir sereinement sur le continent africain et notamment au Sénégal. Alors je suppose que vous avez plein de questions, n'hésitez pas à nous envoyer les messages, on transmettra. Diar Yemou Invest. Allez mesdames et messieurs, on poursuit cette émission. Les buzzers fonctionnent rapidement. Une petite question. Mais les gens sont déterminés ici sur le plateau de Diaspora Africa. Alors question, je prends mon téléphone Made in Africa, excusez-moi, je me permets. Alors, question, allez, on est global. La Terre tourne-t-elle autour du Soleil ou c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre? La Terre tourne autour du Soleil. Le billet d'avion. La Terre tourne autour de... Ok, c'est pas terminé, c'était le début de ma question. En combien de temps? 365 jours. 365 jours? Non. Non, c'est pas ça. Si, non. C'est 365 jours. Oui, et virgule... Eh oui, mesdames et messieurs. Et 4 heures, et 4 heures. Virgule 26. Pourquoi virgule 26? Parce que vous savez bien qu'il y a 29 jours, exactement en février. Donc en 365 jours et 26,26 jours, la Terre tourne autour du Soleil. Bravo, c'est dommage. Vraiment, le billet, il était là. Tiens, j'avais commencé à le sortir, je me suis dit, tiens, Maurice, tiens. Non, vraiment, c'est dommage. Voilà, mesdames et messieurs, vous savez, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, c'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre. On le sait souvent, on l'oublie, maintenant on le sait, en 365 jours et 20,26. C'est bon, c'est intégré? Ok, maintenant le moment est arrivé d'accueillir Gaussou, s'il vous plaît, à la barre. Alors Gaussou, bienvenue à vous. Alors c'est un plaisir de vous avoir ici sur le plateau de Diaspora Africa. Alors vous avez quelques minutes pour pitcher un petit peu votre projet. Vous êtes homme d'affaires aussi, entrepreneur. Vous avez une agence de mannequins où vous mettez en avant les beautés africaines. Et ça, pour vous, c'est très très important à savoir de promouvoir la diversité, de promouvoir la beauté africaine dans toute sa splendeur, dans toutes les différentes teintes, dans tous les différents types. Et vous essayez de les rentrer en agence, de les mettre au plus haut niveau. Alors, on vous écoute. Exactement. Donc, merci déjà pour l'invitation. Donc, moi, c'est Gaussou, je suis coach de mannequin et agent également de mannequin. Donc, j'aide les femmes à signer en agence, parce que je suis spécialisé pour les femmes, à signer en agence en France et même à l'étranger. Donc, j'ai commencé il y a à peu près 5 ans en tant qu'agent. Donc, j'ai commencé à recruter des filles que je plaçais en agence. Donc, au début, c'était extrêmement compliqué, forcément, parce que je débutais dedans. Et ensuite, j'ai commencé à avoir des résultats assez intéressant. J'ai pu passer des filles dans des agences en France, Angleterre, Allemagne, Espagne, Italie, Los Angeles, New York, etc. Wow. Du coup, j'ai eu énormément de demandes. Et donc là, j'ai créé un accompagnement, un coaching. Donc j'ai créé mon entreprise justement qui s'appelle Coaching Model, dans lequel j'aide les personnes à signer en agence. Au début, je prenais un peu tout le monde, les femmes, les hommes, etc. Et ensuite, j'ai eu beaucoup de demandes. 90% des demandes ont été des femmes. Et 90% des femmes qui me demandaient étaient des femmes noires et métisses. Du coup, je me suis spécialisé dedans. Et j'aide vraiment les femmes noires et métisses à signer en agence. Tout le monde peut devenir mannequin. Enfin, il faut déjà être passionné, mais il ne faut pas forcément faire 1m77 et c'est important de le dire ici sur le plateau. Kilos. On est d'accord. Pour le coup, moi, je repose la question, est-ce qu'il y a un engouement pour ce type de profil-là? À savoir, est-ce que les marques, les agences aiment ce type de profil? On voit quelques photos qui défilent. Le profil, donc, femme, noire, métisse... etc. Oui, il y en a de plus en plus. En fait, je pense qu'on le voit. Je crois qu'il y a Rihanna qui est gérée d'une grosse marque. Je ne sais pas si on peut citer les marques, mais voilà, depuis pas longtemps. Et puis, il y en a une autre aussi récemment. Et en fait, les marques, les agences, maintenant, on voit qu'il y a de plus en plus de noirs, de métissage. Et voilà, donc les marques veulent également travailler avec ces filles-là. Donc, les plus grosses marques que je ne peux pas citer, mais voilà, il y en a toutes les grosses marques qu'on voit sur les Champs-Élysées, etc. Toutes les filles que j'ai eues, en tout cas, elles ont pu travailler pour ces marques-là. D'accord, très bien. Voilà, il y a un très gros engouement. Super, en tout cas c'est vraiment, je pense que vous allez crouler sur les demandes. Donc pour le coup la caméra elle est en face et vous pouvez peut-être lancer un message à toutes ces femmes qui nous regardent et qui éventuellement rêvent de devenir mannequin, d'être la nouvelle Naomi Campbell éventuellement. Okay. Donc en tout cas oui, toutes les filles qui veulent
devenir mannequin, se lancer dans le milieu du mannequinat, même si vous ne connaissez absolument rien du tout. Donc moi, c'est mon rôle, je coach justement les personnes assignées en agence qui débutent. Donc on fait toute une formation, voilà, de la préparation mentale. Il y a pas mal de choses justement pour savoir comment fonctionne le mannequinat, que ce soit en France, à l'étranger, comment signer en agence, comment travailler, comment avoir plus confiance en soi et pas mal d'autres critères également. Et travailler pour les plus grosses marques du monde. Super, c'est très important, la prise globale. C'est-à-dire qu'il y a effectivement savoir se tenir, le physique, etc., mais aussi la confiance en soi. Et ce qui peut faire défaut, malheureusement, à beaucoup de jeunes dames. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on peut l'applaudir. Est-ce qu'il est validé? S'il est validé, vous appuyez sur le buzzer. Ça vous a donné envie de devenir mannequin? Maureen, hein? Oumou? Peut-être. En tout cas, tu vas rester avec nous, Gaoussou. Alors, il y a une image qui va tout simplement paraître à l'écran. Alors, on donne la parole aux téléspectateurs. Ils nous envoient un thème de débat, une discussion, une photo. Comme on dit, une photo vaut 1000 mots. Alors, qu'est-ce qui s'affiche? Et pour le coup, on a quelques minutes. Voilà. Alors, c'est difficile. Et là, encore une fois, on parle de dérèglement climatique. L'Afrique pollue le monde à hauteur de 4%. Et malheureusement, c'est celle qui souffre le plus des dérèglements climatiques. Et voilà ce qui se passe. C'est des vies qui sont un petit peu mises en difficulté. Alors, vous, quand vous voyez ça, on se dit, malheureusement, et quand, encore une fois, on parle de personnes qui quittent le continent africain pour aller ailleurs, c'est à cause de tous ces problèmes-là. On parle aussi d'urbanisation. C'est-à-dire qu'un problème d'urbanisation va entraîner aussi les caniveaux pleins qui vont empêcher éventuellement que les eaux s'en aillent. Rapidement, tour de table. Cyril? Bon, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est tristesse. C'est triste en 2024 encore pouvoir voir ce genre d'image. Et c'est la raison pour laquelle je parlais d'afro-réalisme aussi tout à l'heure. C'est-à-dire on a beau être dans cet élan de positivité, on ne peut pas avancer sans reconnaître que cette partie reste encore quand même un visage quand même très important du continent, sans accuser qui que ce soit. Mais j'aimerais quand même aussi insister sur cette partie qui consiste à faire en sorte que ces États africains, justement, pour faire face à ces enjeux de dérèglement climatique, font extrêmement appel aux subventions en fait, des pays qui causent véritablement ces différents torts. Et malheureusement, jusqu'aujourd'hui, ces différents appels ne sont pas entendus malgré les promesses faites lors des différentes COP. Je pense notamment à la COP 21, où les pays les plus avancés qui polluent à 80%, sont engagés à effectivement, Maurice, je vais vous donner la parole. Je vais juste dire on peut faire mieux et c'est une image qui n'est pas seulement propre à l'Afrique. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres endroits dans le monde entier qui subissent l'impact du dérèglement climatique. Et d'ailleurs, même en revenant sur les questions de l'image, je pense que beaucoup de fois, on a tendance de montrer cette image de l'Afrique. C'est vrai qu'il y a un problème lié au réchauffement climatique, mais ce n'est pas seulement propre à l'Afrique. Ça se passe partout dans le monde entier. Mais moi, mon message, c'est vraiment un message de solidarité envers nos frères qui sont impactés par cette crise. Pour le coup, oui, c'est vrai que ça, c'est les images qu'on voit. Hein. Aux États-Unis, il y a eu plein d'inondations. C'est pour ça qu'on a dit qu'on a focalisé sur le continent africain. Oui, sur le continent africain. Donc, moi, ce que j'en appelle à la responsabilité aussi de nos gouvernants, de prendre leurs responsabilités, mais aussi de la diaspora. Aujourd'hui, je pense que moi, ce que je voudrais, c'est cette diaspora consciente qui va aller en Afrique pour construire, en fait, aider les entreprises locales, aider les populations locales, au lieu d'envoyer de l'argent tout simplement. Donc il faudrait peut-être voir comment s'impliquer pour éradiquer tous ces problèmes-là. Ces difficultés, en fait. Voilà. Anticiper parce que ça va augmenter. Ça, c'est important de le dire. Il faut anticiper parce que malheureusement, ça s'empire. Parce que ces populations-là n'ont pas les moyens. Parce que souvent, les inondations, on les voit aussi dans les quartiers pauvres. Gaoussou. Donc c'est des personnes... Moi, souvent, en fait, à la même période de l'année, on a l'impression qu'on voit les mêmes images en fait, qui reviennent. On a l'impression que rien n'est fait parce que c'est vrai qu'il y a le réchauffement climatique, mais après, je pense qu'il y a aussi certaines choses, des installations, etc., qui devraient être mises en place pour justement éviter ces choses terribles qu'on peut voir sur les images. Ça se reproduise de plus en plus et encore une fois, il va falloir anticiper parce que ça va continuer. On va finir avec vous, Baba. Et nous sommes au terme de cette émission.
Oui, parce qu'il y a des dérèglements. Effectivement, il y a le dérèglement climatique. Mais il y a aussi le fait que de retrouver chaque année dans les mêmes endroits, les mêmes images, ça c'est plutôt la faute aux... Je ne sais pas si c'est les autorités locales ou... Et il y a une chose qu'on devrait voir et avoir la solidarité, le Burkina Faso a réussi à régler ce problème en mettant des canalisations qui permettent de récupérer cette eau et de les envoyer vers les communes rurales et permettre à l'agriculture de récupérer cette eau. Au lieu qu'on regarde là-bas, on va chercher des motopompes alors qu'on peut chercher... À un moment, il faut prendre à bras-le-corps les difficultés et les problématiques du continent africain, les regarder en face et trouver des solutions ensemble. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette émission. Merci à tous nos invités, merci à vous, chers téléspectateurs. Alors, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci bien sûr à tous nos diffuseurs, merci aux équipes techniques. Et puis, bien sûr, rendez-vous encore une fois la semaine prochaine avec de nouveaux invités, avec de nouvelles histoires et bien sûr de nouveaux récits, de nouvelles réussites surtout. Allez, à bientôt. Bye bye. Merci d'avoir suivi Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique.